Bonjour à tous, bienvenue ici en direct d'Arcelot, en Côte d'Or, à une quinzaine de kilomètres de Dijon pour fêter le patrimoine. Les Journées du patrimoine célèbrent leurs 30 ans cette année, tout rond, et 12 millions de Français participent chaque année. C'est un vrai succès. Nous allons en profiter pendant près d'une heure pour découvrir quelques-uns des trésors de la Bourgogne et nous demander si la vie de château, c'est un cadeau ou un fardeau avec nos invités. Nous ferons également un tour à Rosières, en Côte d'Or, à Cormatin, en Saône-et-Loire. Et puis cette année, le thème, c'est le patrimoine naturel. Nous irons donc à la source de Noé, dans l'Yonne, dans le jardin du Clos-Monard à Nevers. Et puis à plusieurs reprises, nous ferons escale à La Roche-Vineuse pour découvrir les carrières de Laly où il se passe beaucoup de choses tout au long du week-end. Bonjour Amélie Doué. Bonjour Arnaud, bonjour à tous. Eh bien moi, plutôt qu'une balade au château, je vous propose un voyage dans le temps. Ici, aux carrières de Laly, à La Roche-Vineuse en Saône-et-Loire, nous sommes à peine à quelques kilomètres du grand site de France de Solutré. Et un voyage dans le temps, car ces carrières de Laly que vous voyez derrière moi ont été exploitées pendant plus de 2000 ans. Alors d'abord par les Gallo-Romains dès le IVe siècle, ensuite par les Mérovingiens, au Moyen-Âge, et ce jusqu'au début du XXe siècle. Alors Arnaud, à quoi servait cette fameuse pierre de Laly? C'est ce que nous apprendrons au cours de cette émission, notamment grâce aux bénévoles de l'association qui anime le site. Merci Amélie, je vous propose de pénétrer à l'intérieur du château d'Arcelot à présent. Plusieurs raisons pour s'installer dans ce haut lieu. Antoine Deloisy, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir. Dans ce château, le premier château néoclassique de Bourgogne, ça veut dire quoi exactement ? Alors c'est un château qui a été construit par Thomas Dumorez et qui venait de Paris, qui a été influencé par le tout nouveau courant de retour à l'antiquité gréco-romaine suite aux toutes premières découvertes des ruines de Pompéi. Donc il a voulu faire construire une belle demeure, un château. Voilà, absolument. Et ce qu'il ignorait, c'est qu'on a découvert il y a exactement 30 ans les vestiges, des vestiges d'un camp gallo-romain tout près d'ici, dont des objets de Pompéi. Ce qui surprend quand on fait la visite, c'est qu'il est dans un état exceptionnel. C'est lié sans doute au fait qu'il n'a pas changé beaucoup de propriétaires depuis le XVIIIe siècle. Il est resté dans la famille depuis toujours, donc ça c'est une grande chance, effectivement. Donc la famille Vercher qui l'a construite, et puis ensuite, par mariage, c'est passé à notre branche directe, les Loisy, donc en 1802. Donc voilà. Les meubles sont d'époque, tout est d'époque, hein ? Oui, absolument. Bon, à la Révolution, il y a eu des choses qui ont été pillées puis qui ont été rachetées par la suite, mais effectivement, ce sont des meubles du château, tout à fait. Pour les visiteurs qui vont venir pendant ces journées du patrimoine, ils ont accès, peut-être pas à tout, il y a des parties privatives quand même. Ah oui, quand même. Effectivement, donc il y a l'aile nord qui était l'ancien pavillon de chasse, donc qui est devenu après les cuisines et puis maintenant le lieu où l'on habite. Et puis certaines pièces à l'étage, effectivement, qu'on ne visite pas parce qu'elles n'ont pas d'intérêt particulier au niveau historique. Beaucoup de gens viennent chaque année pour les journées, mais tout au long de l'année aussi. Oui, on a une petite fréquentation parce qu'on n'est pas très connu à l'est de Dijon, mais effectivement, les gens apprécient le caractère familial du château. Nous y reviendrons dans le courant de cette émission. Vous restez tout près de nous. On va poursuivre la balade et nous, on va se rappeler que pour faire des châteaux, il faut bien sûr des pierres. Et ça, en Bourgogne, on sait faire. Direction à La Roche-Vineuse avec Amélie Doué. Vous êtes aux côtés du président de l'association des carrières de Laly. Alors Jean Tissier, bonjour. Bonjour. On en parlait en introduction, ces fameuses carrières de Laly ont été extraites pendant 2000 ans, ça veut dire que la pierre de Laly a un intérêt. Oui, absolument, oui. Elle est tendre à l'entaille et elle durcit à l'air. C'est vraiment la pierre idéale que recherchaient les carriers. D'autant plus qu'ici, ce fameux calcaire pisolytique, tel est le nom du calcaire qui a été exploité, est un calcaire qui est d'une grande épaisseur. Nous avons 16 mètres d'épaisseur et globalement, il y a peu de failles. Donc c'est vraiment la pierre idéale pour les carriers. On le voit là, toutes les périodes d'extraction. Comment vous arrivez à les connaître, ces périodes gallo-romaines, mérovingiennes, Moyen-Âge ? Eh bien, c'est la trace de l'outil des carriers qui est laissé soit sur le front de taille, soit sur le bloc qu'il a retiré. Là, on le voit, il y a une trace de bloc. C'est quelle époque ? Ah ben c'est l'époque, c'est le Moyen-Âge. C'est le Moyen-Âge, et le Moyen-Âge en Bourgogne du Sud, c'est la période des constructions des églises romanes, des abbayes, construction, mais également taille pour les sculptures.
Comment vous avez pu repérer? C'est l'outil qui vous dit que ça date du Moyen-Âge, l'extraction? Oui, c'est l'outil. Et ça, c'est le travail de l'archéologue. Il voit très bien qu'ici, la trace laissée par l'outil montre que l'outil en question était un pic, c'est-à-dire qu'une pointe, et c'est comme cela qu'il peut assurer que c'était du XIIe siècle. On faisait des sillons. Comment est-ce qu'on a réussi à sortir cette pierre-là? Alors, comment retirer un bloc de pierre? La technique est simple. Le carrier faisait donc une entaille sur la droite, une entaille sur la gauche en fonction de la largeur de la pierre, une entaille derrière, et à ce moment-là, la pierre, bien sûr, ne tient plus que par une face. Que faisait-il? Eh bien, il va faire des trous sur la ligne de séparation souhaitée. Regardez ces trous, je mets mes doigts à cet emplacement, et là, une fois les trous faits, il mettait des coins en fer, et ainsi, il libérait la pierre en tapant avec une masse. La particularité vraiment de cet emplacement, c'est que vous savez même où est allé ce bloc de pierre. Alors, il y a de fortes présomptions qu'il soit parti à l'abbaye de Cluny. C'est quand même un beau cadeau. On peut la retrouver, cette pierre, sur les chapiteaux. Notamment dans donc beaucoup de ces pierres qui ont servi aux églises romanes de nos régions. Bien sûr. Ah ben c'est passionnant, et donc à chaque fois on voit là qu'il y a des pierres extraites un peu partout. Bien sûr, oui. Et on continue donc une autre page d'histoire que nous tournerons tout à l'heure. France 3 fête le patrimoine en Bourgogne aujourd'hui au château d'Arcelot en Côte d'Or avec vous, Olivier Cure. Bonjour. Bonjour Arnaud. Architecte des bâtiments de France. 950 sites, me semble-t-il, si les comptes sont bons pour ces journées du patrimoine, rien que dans la région. 72 qui ouvrent pour la première fois. Ça fait beaucoup. Comment ça se passe? Ce sont les sites qui viennent vous voir et disent je veux ouvrir mes portes. Vous allez solliciter vous aussi de votre côté puisque vous représentez ici la direction régionale des affaires culturelles, la DRAC. Alors tout à fait, effectivement, soit les propriétaires privés ou publics s'adressent à nous pour établir le programme de ces visites, ou alors on les sollicite pour les lieux majeurs pour qu'ils soient ouverts au public à cette occasion. Tout le monde joue le jeu en général? Beaucoup de gens, oui, effectivement. C'est très largement ouvert et vous l'avez signalé, 72 nouveaux sites cette année, c'est très important. Est-ce qu'on peut dire que c'est plus une fête qu'un rendez-vous d'histoire? C'est les deux, c'est à la fois se cultiver et tout dans une ambiance festive, bien sûr. Et là, par exemple, le château d'Arcelot, on voit un cadre magnifique. On peut dire que la Bourgogne est particulièrement riche. Elle fait partie des régions les mieux dotées en matière de patrimoine. Ah, effectivement, oui, on a de la chance. On a du patrimoine de toutes les époques, depuis les Gaulois à Alésia jusqu'au patrimoine du XXe siècle. Je pense à l'église Sainte-Bernadette des Grésilles. Donc, il y en a pour tous les goûts. Et c'est le but de ces visites. En général, quand on fait les journées du patrimoine, on fait son planning d'avance. Souvent, on a des envies. Les gens sont très gourmands. Moi, j'ai vu beaucoup de gens ce matin avec leur guide faire les sites qui étaient proposés dans le programme officiel. Donc, c'est une fête aussi. Ne me dites pas que vous avez le temps de faire les 950 en 2 jours. Je les ai toujours pas fait. Vous faites quoi, alors, votre circuit à vous pendant ce week-end? Tout à fait, aussi. Même si on on parle de patrimoine toute l'année, c'est aussi en cette occasion qu'on découvre encore des choses parce que c'est infini. Et souvent, les propriétaires donc, vous sollicitent, c'est eux qui viennent aussi vous voir quand il faut chercher de l'argent, clairement, des financements. Oui, nous sommes là aussi pour ça. Bien sûr, le patrimoine, c'est une charge, mais c'est aussi un plaisir. Et pour accompagner les propriétaires publics ou privés, nous avons des subventions lorsqu'ils entreprennent des travaux et donc qui s'adressent à nous le plus en amont possible. Nous verrons si c'est facile la vie de château ou pas tout à l'heure. Je sais pas, un coup de cœur comme ça, un endroit que vous pourriez nous conseiller, que vous avez envie de visiter. Le temps se prête à retourner au château de Bussy, par exemple, cet après-midi. Bussy-Rabutin, donc en Côte d'Or. Voilà, à la fois, puisque le thème de cette année, c'est patrimoine culturel et patrimoine naturel. Donc on a et un château et un magnifique jardin. Donc on est tout à fait dans la thématique. Certains sites n'ouvrent donc que pour ces journées du patrimoine. C'est le cas dans Lyon de la source de Noé. C'est à une dizaine de kilomètres de Sens. Une nouvelle preuve que les Parisiens peuvent dire merci aux Bourguignons. Vous allez le voir. Basis Djaouti et Claude Eudes nous emmènent dans cet endroit surprenant. Un endroit très bien gardé, quasi inviolable. Une double porte, l'une contre l'effraction, l'autre pour l'étanchéité. Bienvenue à la source de Noé, une commune du nord de Lyon. Plusieurs mètres sous terre, à l'abri de tous, un lieu où coulent des siècles d'histoire. Cette source a déjà été captée à l'époque romaine, a déjà été captée au 1er siècle. Et je pense qu'elle a été abandonnée autour du 5e ou du 6e siècle. Et donc après, elle a été oubliée. En fait, c'était une source qui servait à alimenter un moulin par la suite. Elle a été rachetée à la fin du 19e par la ville de Paris pour alimenter Paris. Mais tout au long du trajet de cette source, quand on se balade dans les galeries, on redécouvre en partie l'histoire. Par exemple, quand vous êtes à cet endroit-là, à la zone d'émergence de la source, on aperçoit des maçonneries derrière, ce sont les maçonneries romaines.
Cette source produit au quotidien jusqu'à 10 000 mètres cubes d'eau et alimente chaque jour Paris et une petite partie de ses habitants. Mais à l'époque, début 20e, l'œuvre a demandé des travaux titanesques. Il a fallu construire une seconde galerie de protection. Il y a certaines périodes de l'année, quand l'eau tombait sur les coteaux ou sur les plateaux au-dessus, en fait, cette eau pouvait arriver en masse, une eau très trouble, et polluer cette source et éventuellement apporter des maladies à Paris. Et donc, il avait été décidé à l'époque de construire en fait cette galerie de manière à recouper toutes les fissures, tout ce qu'on appelle les diaclases, donc ce sont des sortes de boyaux naturels qui amènent de l'eau. Cette galerie a été construite pour recouper ces diaclases et pour pouvoir évacuer l'eau avant qu'elle n'atteigne la source. Un peu partout, donc, des rivières souterraines, des conduits d'eau naturels. Désormais taris, l'eau n'y circule presque plus, mais ces vestiges témoignent aujourd'hui encore de l'époque. Alors voilà, là on arrive au point qui était recherché, qui était donc la diaclase principale, et c'est par cet endroit de l'eau arrivée, de l'eau qui était relativement boueuse, qui était extrêmement boueuse à certaines périodes de l'année, et qui donc en fait troublait la source et créait des pollutions. De plus, cette diaclase en fait avait une autre particularité, c'est qu'elle mettait en charge tous les puits du pays, et souillait aussi tous les puits du pays et créait des inondations dans le bas du village. Fermée au public pour des raisons de sécurité et sanitaire, la source de Noé va pour la première fois s'offrir à tous, un privilège rare pour une visite qui devrait à coup sûr vous séduire. Émission spéciale Journée du patrimoine sur France 3 depuis le château d'Arcelot en Côte d'Or. Nous passons par cette belle bibliothèque pour rejoindre une chambre du château. Elle se visite, celle-ci, et c'est, regardez, la chambre jaune, l'occasion de voir les visiteurs. Bonjour, merci de nous accueillir aussi chez vous pendant quelques minutes de visite. Pourquoi vous êtes venu, tenez, monsieur, à Arcelot aujourd'hui? Comment vous faites votre programme pour les Journées du patrimoine? Alors extrêmement simple, on a cherché aux alentours de Dijon ce qu'on pouvait peut-être regarder avec les enfants. Et puis le château d'Arcelot s'est présenté à nous, tout simplement parce qu'on passe devant assez souvent. Et que là, c'était l'occasion de montrer aux enfants et à la famille comment était le château et nous le découvrir aussi. Les grands et les plus jeunes, alors on vous a pas traîné au château, rassurez-moi. Non, pour moi c'est une occasion de découvrir de nouvelles choses. Vraiment un château, oui, c'est bien. Et habiter dans un endroit comme ici, dormir dans un lit comme celui-ci, ça donne envie ou pas? Ah oui, vachement, oui. Oui. Pourquoi? C'est quoi? C'est parce que c'est beau? Parce que c'est pas très moderne quand même. Ah non, mais c'est confortable et c'est joli. C'est confortable, comme ça a l'air. Tout à fait. Et la visite là, tu sais où vous allez passer encore? Vous allez commencer par quoi là? Bon, j'en sais rien, le château. On continue la balade, merci, bonne visite à vous, ici à Arcelot. Et nous, on va retourner à La Roche-Vineuse, aux Carrières de Laly, avec Amélie Douai pour parler archéologie à présent, Amélie. Alors Arnaud, l'histoire des Carrières de Laly, c'est avant tout une aventure humaine, celle d'une association qui s'est constituée en 1995. Édouard Biette, vous en étiez? Tout à fait. Et effectivement, je peux compter tout de suite quelque chose qui nous est arrivé d'extraordinaire. C'est qu'après avoir, je dirais d'une façon tout à fait bénévole, fouillé un peu partout, un jour de pluie, nous avons eu une chance extraordinaire. Un de nos plus jeunes adhérents d'une quinzaine d'années, en enfilant un bâton sous une partie qui nous intriguait depuis quelque temps, a découvert pratiquement une salle dans laquelle nous avons mis les pieds peu de temps après, unique, 1600 ans avant. On ignorait totalement cette salle. Alors dans cette salle, c'est des sarcophages qui sont extraits et vous vous êtes dit, si on ne se monte pas en association, on va se faire déposséder. Exactement, c'est le raisonnement qu'on a tenu tout de suite. Comme ceci avait été, je dirais, fait même avec un responsable du GAM, du groupe archéologique Mâconnais, malgré tout, on savait qu'on risquait fort, avec la découverte importante faite, qu'on nous supprime pratiquement la façon de voir et d'opérer sur les Carrières de Laly. Donc dans la semaine même, on a été suffisamment nombreux pour monter des statuts et créer notre propre association. Et depuis, vous n'arrêtez pas, notamment comme dans cette pièce. Ici, c'est un endroit un petit peu particulier qui a été utilisé à la Révolution française. Voilà, c'est exact. Donc cette cavité qui s'appelait tout simplement la grotte des curés, parce que les gamins, autrefois venaient s'y réfugier, avaient une histoire, c'est-à-dire que les prêtres qui voulaient pas suivre les nouvelles règles avaient décidé de s'isoler du village et venir pratiquer effectivement dans ce lieu un peu fermé, en ayant effectivement utilisé les parois comme abri. D'ailleurs, on y voit apparaître un peu de chaux. Et un témoignage important, c'est que finalement apparaît un chœur, dit chœur vendéen, sur lequel effectivement, au lieu d'avoir l'accroc habituel à l'extérieur, a été sculpté à l'intérieur.
Donc ça, on comprend comme ça qu'à l'époque de la Révolution, des gens ont vécu ici. Voilà, effectivement, on dira même qu'à un instant donné, comme toutes les ouvertures étaient pratiquement accessibles, on a été amené à remblayer de façon à éviter que d'autres personnes que des prêtres viennent s'y réfugier pour faire des fois des mauvais coups. Merci beaucoup, Édouard. Voilà, ici, c'était la partie de la grotte des curés, Arnaud, très chère à l'association. Merci Amélie. L'exploration se poursuit bien sûr. Nous voici confortablement installés dans le grand salon du château d'Arcelot avec Antoine Deloisy, le maître de lieu, et Bertrand Bergerot, bonjour. Bonjour. Châtelain d'un autre château, on va expliquer ce terme tout à l'heure dans le reportage qui vous ont consacré. Antoine Deloisy, ce grand salon, c'est un peu lui qui fait la réputation bien au-delà des frontières de la Bourgogne. Ah oui, c'est un grand salon tout à fait exceptionnel avec des stucs colorés d'une qualité qui malheureusement a disparu après la Révolution puisque les stucateurs ont emporté leurs recettes dans leur tombe. C'est-à-dire que pour restaurer ce genre de matériaux, on ne sait plus faire aujourd'hui en France ? Non, on ne sait plus faire, absolument. Donc c'est un patrimoine glorieux et c'est exceptionnel, oui, tout à fait. C'est beaucoup de travail, de techniques, de vernissage au blanc d'œuf, de polissage, etc. On n'a qu'une partie, on ne soupçonne qu'une partie des éléments de la fabrication de ces stucs. Avant d'évoquer vos deux vies de château très différentes, voyons à quoi ressemble votre belle demeure. Bertrand Bergerot, Sylvain Bouillot et Jean-Louis Saintin vous ont rendu visite. C'est à Saint-Seine-sur-Vingeanne. À la sortie d'un virage, sa silhouette massive crève l'horizon. Voici le château de Rosières. Ce manoir fortifié du XIVe siècle n'effraie aujourd'hui ni les touristes ni les amoureux en goguette. Depuis 20 ans, avec ses 4 chambres d'hôtes, ils peuvent même y dormir. Pour tous, l'endroit fascine et impressionne. Arriver ici, dans une place si historique comme vous voyez, c'est magnifique, alors ça c'est unique. Moi je pense que une personne doit être un petit peu fou de faire un projet comme ça. Le fou, le voici. Bertrand Bergerot a toujours vécu ici. Il y est même né. En 1980, après des décennies de fermage du domaine, ses parents ont l'opportunité d'acheter le château. Quelques années plus tard, ils décident de l'offrir à leur fils. Bertrand se lance aussitôt dans la rénovation. J'avais 23 ans quand j'ai commencé, en 85, 24 ans. Donc on ne réfléchit pas. C'était ma passion, je voulais le faire. J'ai été 6 années sur le toit déjà. Ce qui était le plus important parce qu'il pleuvait un petit peu à l'intérieur, il y a quelques gouttières. Réfection de la toiture, réhabilitation d'un plancher, restauration des sols vernissés. Depuis près de 30 ans, Bertrand a quasiment tout refait seul. Un véritable travail de titan sur son temps libre, un gouffre financier aussi. Le plus gros obstacle, c'est le financement. Voilà, convaincre des banquiers pour avoir de l'argent, pour refaire un toit, pour refaire des plafonds effondrés, c'est le plus gros problème. Et après, l'obstination qu'il faut avoir pour dire on en a pour une vie. Donc ça fait déjà 29 ans que j'ai commencé. Il y a déjà beaucoup de faits, mais encore un peu de travaux. Aujourd'hui, le château a fière allure et vu du ciel, il n'a rien à envier aux monuments historiques nationaux. Mais pour Bertrand et son épouse, l'histoire ne s'arrête pas là. Ils ont encore plein de projets en tête, notamment la restauration des douves. Passionnés, ils le sont, mais ne leur parlez pas de châtelain. On habite un château, c'est tout. On l'entretient et pour les générations futures, en espérant que les enfants continuent. Et c'est pour l'avenir. C'est ça l'idée, c'est de transmettre. C'est de transmettre, de toute façon, c'est pas à nous. Il est là depuis bientôt 700 ans et nous, on ne fait que de passer. Nous sommes de passage, vous êtes de passage, c'est ce que vous dites Bertrand Bergerot. Un passage quand même qui va marquer l'histoire du château après ces 30 années de travaux, c'est pas terminé. 30 années de travaux, oui, c'est pas terminé. Donc, prochain projet, les douves à recreuser. Mais on n'est que de passage pour le château. Mais vous aurez quand même marqué de votre empreinte l'histoire du château, malgré tout. J'aurais marqué, mais si j'avais pas été là, peut-être quelqu'un d'autre l'aurait restauré. Donc, c'est toujours une personne passionnée qui restaure les châteaux. Parce qu'il faut préciser que vous avez un métier par ailleurs, donc vous faites ça sur votre temps libre, sur vos week-ends ? Sur mes week-ends, sont plutôt dans les trains, parce que je suis contrôleur à la SNCF. Et donc, c'est la semaine que je travaille au château. Donc la semaine au château, le week-end plutôt au boulot. Généralement, voilà. Pendant du temps, malgré tout, assez chargé. On a vu les chambres d'hôtes aussi pour s'occuper des touristes de passage. Oui, les chambres d'hôtes. Mon épouse s'en occupe également. Et beaucoup de travail, surtout l'été, les jardins, beaucoup de travail. Donc c'est une vie très différente de la vôtre. Quoique, quand on est
châtelain, on va dire, dans la famille, de génération en génération, ça demande quand même, là aussi, du boulot, de l'entretien. Ça ne tombe pas que tout cuire. Absolument, non, c'est de l'entretien permanent, parce que d'abord, on a le patrimoine vivant avec le parc, donc il faut sans arrêt entretenir. C'est également le cas à l'intérieur, où il faut entretenir, ne serait-ce aussi que pour l'accueil des visiteurs. Oui, mais on se dit, s'ils sont châtelains, dans une famille avec particules, il y a du personnel pour le faire. Mais c'est pas la particule qui rapporte de l'argent. Ça pouvait l'être au temps de l'Ancien Régime et encore, mais donc non, ça n'est plus le cas du tout. Est-ce qu'il y a, je ne sais pas, peut-être pas un rassemblement de châtelains, vous connaissez tous en Bourgogne, propriétaires de châteaux, vous arrivez à vous voir, à vous connaître, vous avez les mêmes problèmes les uns les autres? Oui, il y a effectivement, on se connaît d'abord parce qu'effectivement on partage des problématiques similaires, et puis il y a aussi des associations qui nous regroupent, comme la Demeure Historique, qui est une association de châtelains justement, qui intervient pour nous aider ou nous conseiller. Parce qu'il y a le château, il y a aussi tout ce qu'il y a autour, l'environnement, c'est important pour vous aussi, Bertrand Bergerot, votre château L'environnement on le voit de loin. Est très important, et justement aujourd'hui nous sommes sur les journées patrimoine culturel et naturel, et la grande menace pour moi ce sont des éoliennes, et chaque photo du château on aura des éoliennes en fond de 180 mètres de haut, où toute une vallée est massacrée pour un lobby éolien pour moi, parce qu'il y a très peu de vent chez nous, et des éoliennes de 180 mètres de haut sur le vis-à-vis du château, c'est immense et un massacre pour moi. Bah, donc dit, 30 années de travail déjà abattu, et toute la vallée de la Vingeanne également menacée, parce qu'il n'y a pas que le grand patrimoine, il y a le patrimoine vernaculaire, il ne faut pas oublier. Tous les villages sont magnifiques ici, et malheureusement personne n'en tient compte. Ça c'est votre combat du moment, parce qu'on dit un week-end dans l'année on se préoccupe du patrimoine, vous dites le reste du temps, il faudra peut-être y penser aussi. Exactement, c'est pas que les journées du patrimoine, et c'est pas des lobbies qui devraient décider et des gens en haut lieu. Pour nous, c'est une vallée où il n'y a pas de travail, et malheureusement on vient nous imposer l'industriel pour pas créer du travail et nous massacrer une région. On a parlé, pour diversifier l'activité des chambres d'hôtes, il y a eu également un événement ici, Antoine Deloisy, les Journées de la Marquise. Ça a eu lieu entre 2009 et 2012, me semble-t-il. Oui, c'est ça. C'était des gens costumés. Oui. Donc c'est un événement, en fait, on a cherché avec mon épouse à donner une identité au château. Et il se trouve que le château, le parc, tout était 18e. Donc on s'est dit, on va essayer de travailler cette identité du 18e. Et c'est vrai que lorsqu'on a eu des personnes avec qui Thérèse avait fait connaissance, qui sont venues en costume 18e, avec des très beaux costumes d'époque, eh bien, ça a vraiment transformé le lieu. On avait l'impression que l'on était à l'époque du 18e. Donc on s'est dit, on va essayer de créer un concept assez nouveau d'un lieu de vie 18e. Et voilà. Ça pourrait revoir le jour, je ne sais pas, à Rosières, ailleurs, dans un autre château. Pourquoi pas exporter ce concept? Absolument, absolument. Ça pourrait avoir lieu dans d'autres châteaux, tout à fait. On espère pouvoir le proposer à d'autres châteaux. Merci beaucoup. On va continuer l'aventure avec vous. Merci Bertrand Bergerot. Bravo pour ce que vous avez fait à Rosières. Merci. Le château se visite. Comment ça se passe? Ça se visite tous les jours, toute l'année. Et donc chambre d'hôte également, on l'a dit. La vie de château à Cormatin à présent. C'est en Saône-et-Loire, près de Saint-Jean-Goul national. C'est l'un des monuments les plus visités de la Bourgogne désormais. Et ça fait un peu résumé de vos deux parcours, puisque le château a été à l'abandon pendant très longtemps. Sylvain Bouillot et Jean-François Guillemard. Bienvenue à Cormatin. Ce château du XVIIe siècle revient de loin. En 1980, après 15 ans d'abandon, il est racheté par 3 passionnés d'histoire, une aventure un peu folle. On était dans l'admiration des lieux, c'était vraiment on était éblouis, mais on avait aussi une grande part d'inconscience. On ne savait pas du tout où on allait. On n'avait ni électricité ni eau courante. Et pour des Parisiens, c'était un peu bizarre comme vie. Dès l'été 1981, les propriétaires ouvrent les lieux à la visite. Mais il faudra des années de travaux pour déblayer les douves ou refaire les toitures. Richelieu, Lamartine ont séjourné ici, de quoi attirer François Mitterrand. Il deviendra un visiteur assidu du château, il invitera même ici des chefs d'État étrangers. L'histoire du château commence dès sa construction, sous la Régence, puis le règne de Louis XIII. Voilà, alors ici nous sommes dans l'antichambre de l'appartement de la marquise d'Uxelles, tout a été commandé en 1628, l'époque des 3 mousquetaires, du cardinal de Richelieu. Et c'est vraiment un appartement très typique de cette époque, avec 4 pièces pour madame, 4 pièces pour monsieur. Alors, la chambre de la marquise d'Uxelles est
D'abord exceptionnel par son état de conservation et aussi par le fait que c'est un des rares exemples d'un décor avec du lapis-lazuli, un plafond de lapis-lazuli, cette pierre qu'on allait chercher en Afghanistan et qui à l'époque est la couleur la plus coûteuse de l'époque, la plus chère, hein, c'est aussi cher que l'or. Richelieu a dormi dans cette chambre, il allait à Cluny, il s'est arrêté à Cormatin une nuit, et c'est un des rares exemples d'une pièce qu'a vue Richelieu, qu'il a occupée et qui est restée absolument, totalement intacte de cette époque. Au bagne pour le château et pour sa postérité, le marquis d'Uxelles, son propriétaire, est l'un des favoris de la reine régente Marie de Médicis. Ainsi, de nombreux artistes travaillant à Paris sur le palais du Luxembourg vont œuvrer à Cormatin, comme pour le cabinet de travail ou cet escalier. Le château va passer sans trop d'encombre l'épreuve du temps. Après plusieurs propriétaires, les lieux sont rachetés à la fin du 19e siècle par le directeur de l'Opéra de Monte-Carlo. C'est ainsi qu'une partition originale d'Offenbach sera laissée à Cormatin. C'est la dernière partition de Jacques Offenbach et qu'il a écrite sur son lit de mort et qui n'était pas terminée et on pensait qu'elle était perdue. Et en fait, c'est la partition originale que le directeur de l'opéra avait donc amené à Cormatin parce qu'il avait monté à Monte-Carlo les contes d'Hoffmann. Sarah Bernard, Caruso, Saint-Saëns sont flânés dans les jardins, tout comme Lamartine ou Richelieu avant eux. Le parc, c'est l'autre joyau de Cormatin. Ifs et buis taillés, parterres fleuris et fontaines, tout y est. À lui seul, il vaut déjà une balade. Émission spéciale Journée du patrimoine sur France 3, depuis le château d'Arcelot, avec Antoine Deloisy et Olivier Cure, architecte des bâtiments de France. L'entretien de ce patrimoine, on se posait la question, il fait chaud aujourd'hui, mais un salon comme celui-ci, comment on fait pour entretenir un château pareil ? Ah, il faut du personnel, ça c'est sûr. Il faut du monde pour entretenir, que ce soit les extérieurs ou l'intérieur, c'est permanent, que ce soit les vitres, le sol. Il faut entretenir, sinon il y a des choses qui s'abîment. Voilà. Oui, les matériaux qui sont ici, qu'il fasse très froid ou très chaud, ça ne doit pas aimer les gros changements climatiques. Oui, absolument. Donc on doit régulièrement, notamment en hiver et dans les intersaisons, ouvrir le château, refermer le château pour éviter les écarts de température, ça c'est le plus important. Voilà, et puis il y a l'entretien, ne serait-ce aussi pour les visiteurs, voilà. Olivier Cure, c'est un exemple, on va dire, à Arcelot de bon entretien de château. C'est compliqué. Oui, c'est effectivement compliqué, mais non, je pense qu'ici, quand on le voit, et j'invite les visiteurs à venir s'en rendre compte par eux-mêmes, c'est en excellent état visuel et d'entretien du parc, donc c'est quelque chose qui présente bien une bonne image du patrimoine, chose que nous, on essaye de faire aussi sur le patrimoine monumental. Parce que l'image de l'architecte des bâtiments de France, c'est parfois celui qui dit non. Ça peut être aussi celui qui dit oui, faites ceci. Tout à fait, heureusement, j'espère. On dit essentiellement oui, d'ailleurs, sur votre coût d'autorisation d'urbanisme et sur l'entretien du patrimoine également. Donc vous n'êtes pas qu'un gendarme du patrimoine. Pas du tout, ce serait très réducteur. Antoine Deloisy, vous faites des demandes, pareil, vous êtes en relation permanente avec la DRAC. Ah oui, absolument. Dès qu'il y a des travaux, effectivement, on va contacter Olivier Curt pour lui demander des autorisations pour voir comment on peut faire les travaux pour respecter les règles de l'art tout en permettant de pouvoir faire les travaux sans un coût trop important. On poursuit la visite dans une autre pièce dans un instant, mais d'abord retour à une époque beaucoup plus ancienne. Elle est gallo-romaine, à la Roche-Vineuse, aux carrières de la Lie, avec Amélie Doué. Que se passe-t-il, Amélie? J'aperçois derrière vous, c'est un sarcophage, je crois. Alors Arnaud, à l'occasion de ces journées du patrimoine, nous allons rendre à César ce qui est à César. Enfin, même si on est un peu plus tard dans l'histoire. Regardez ce sarcophage. Il a été découvert dans les rues de Mâcon, rue Gambetta, très exactement. En 2011, il vient des carrières de la Lie et aujourd'hui, il va y retourner. C'est ça, Jean? Absolument. Et grâce à l'expertise de monsieur Philippe Griot, tailleur de pierre bien connu à Cluny, qui connaît toutes les techniques pour descendre les blocs de pierre, ils vont rejoindre l'endroit où ils sont nés. Il y a 1500 ans. Il y a 1500 ans. Oui. Cette caverne servait à extraire que des sarcophages. Oh, on peut le dire, oui. En totalité, c'est des sarcophages. Hein, car nous allons le voir à travers les traces d'extraction. Nous allons comprendre que toute cette grotte a été consacrée
à ce travail-là. Et quelle époque gallo-romaine et mérovingienne du coup? Voilà, il y a deux périodes. Deux périodes. Regardez, bon, un sarcophage est constitué de deux parties. Vous avez en bas ce qu'on appelle un coffre ou une cuve, et au-dessus, vous avez un couvercle. Eh bien, allez-y, il faut enjamber doucement. Le coffre, qui est le plus lourd, était toujours travaillé dans l'horizontalité. C'est pour ça que vous êtes dans un trou. Voilà. Hein. Et puis regardez, il y a également là un deuxième sarcophage qui est là. Et ensuite, eh bien, il y avait les couvercles. Eh bien, les couvercles, en général, étaient taillés dans la verticalité. Et lorsque vous avez des entailles espacées de 60 cm et que le bloc à retirer fait 2 mètres de hauteur, vous êtes sûr qu'il s'agit d'un couvercle, donc une partie des sarcophages. vous avez une idée de combien de sarcophages sont représentés dans toute la caverne? Plusieurs centaines. À qui servaient ces sarcophages? Oh, c'était les plus riches qui les utilisaient. Par exemple, on retrouve souvent des sarcophages dans des églises. C'était les abbés, les gens qui avaient le pouvoir, qui avaient le droit financièrement de pouvoir se payer des sarcophages. Alors comme je suis toujours pas très douée en histoire, comment est-ce qu'on reconnaît un sarcophage mérovingien d'un sarcophage gallo-romain? Extrêmement simple. Lorsqu'il y a une forme trapézoïdale comme ici, c'est mérovingien. Lorsque les côtés sont parallèles, c'est gallo-romain. Merci Jean. Vous avez compris Arnaud? Trapèze ou vertical, gallo-romain, mérovingien. Facile. Merci Amélie. On poursuit la visite ici du château d'Arcelot dans la salle de billard avec Antoine Deloisy. Il y a aussi beaucoup de portraits ici. Oui. On évoquait la famille, château de famille depuis le XVIIIe siècle. Là, il y a tout le monde. Ah oui, oui, presque tout le monde. Il y a les premiers arrivants, ceux qui ont fait les premières constructions à Arcelot, qui avaient été détruits par des barbares en 1636. Donc il y a Philibert Verschère et sa femme Marguerite, donc qui ont reconstruit les premières habitations à Arcelot et les ailes du château, et jusqu'à mon arrière-grand-père René. Voilà. La famille, et puis ici, sur le billard, il y a des plans, parce que le château, c'est 1000 m² de bâtiment, mais il y a aussi un sacré parc autour, et là on voit à quoi ça ressemble. Il y a 45 hectares de parc, et c'est vrai que ce parc était à l'époque à la française, donc il ne ressemblait pas du tout à ce que l'on voit actuellement, et donc avec des structures très géométriques, c'était un parc très important, un très grand étang, et tout a changé 50 ans plus tard, donc à la fin du XVIIIe siècle. Et ça a bien changé, nous le verrons tout à l'heure avec vous et avec votre épouse dans le jardin, dans le parc du château d'Arcelot. Patrimoine culturel, patrimoine naturel, c'est le thème de cette édition 2014. C'est le cas de l'endroit choisi pour notre escapade à Nevers, dans la Nièvre. Demain, vous pourrez butiner au Clos Monard à Nevers. Les insectes pollinisateurs y trouvent un beau terrain de jeu de 40 000 m². C'est l'œuvre de l'association Saint-Fiacre et c'est Régis Guillon et Fabien Madigou qui nous font faire cette découverte. Je vous emmène sur le Clos Monard, jardin naturel. Cette femme qui nous invite à venir découvrir le Clos Monard s'appelle Brigitte Compin. Dans son quartier, on la surnomme la bonne fée des jardins. Ah voilà. Alors là, on a quand même une sauterelle, une grosse sauterelle qui est en train de se faire manger par une araignée. Lila, c'était nos divisions, nos soldats, pour changer tout ça. Le Clos Monard, du nom des propriétaires de la parcelle, est un espace de 4000 m² dédié au peuple de l'herbe. Faunes et flores cohabitent harmonieusement. Dans les allées du jardin qu'a dessiné Brigitte poussent une bonne cinquantaine d'espèces florales. Des plantes anciennes, d'ornement ou aromatiques. Une petite jungle à la sortie de la ville. L'idée a été clairement tout de suite de faire quelque chose, pas vraiment pour nous, oui, pour notre plaisir, mais plutôt pour la faune des jardins. Donc on va retrouver sur ce jardin tout au long de l'année des pollinisateurs, des petits mammifères, des reptiles. Et bon, c'est quand même quelque chose, c'est une sorte de trésor en plein milieu urbain. Le Clos Monard, une terre bénie des bêtes à bon Dieu. Il est implanté sur des terres maraîchères du faubourg de la Baratte. Ici, même en pleine sécheresse, il ne manque jamais d'eau grâce à de drôles de fontaines en forme de fer à cheval.
Cette eau, elle est disponible toute l'année grâce à l'infiltration dans la roche et dans les sédiments. Elle provient des hauteurs, du fait que la Baratte, le Val de la Baratte est dans une cuvette. Et donc ça c'est formidable parce qu'on a les supports sableux pour la culture légumière et on a l'eau en abondance. Et c'est une spécificité de plus en plus rare des terres maraîchères, propres aux terres maraîchères. Bonjour Guillaume. Oh là là, je vois que tu as des belles tomates. Hein. Oh, et les choux et tout ça. Et tout ça c'est destiné? C'est destiné à la restauration collective. Brigitte, une bonne fée, mais une fée combattante. Il y a 10 ans, pour conserver la parcelle qui accueille son jardin, elle s'est battue contre un projet de route qui devait traverser les terres maraîchères de son enfance. Ces terres voisines du Clos Monard, qu'exploite encore une poignée de jardiniers que soutient vaillamment Brigitte Compin. Il faut que le Val de la Baratte soit protégé d'une manière patrimoniale. Pour la biodiversité même des légumes, la biodiversité effectivement de la faune présente, les pollinisateurs, etc. Et aussi pour la santé des citoyens en local. Insectes, plantes remarquables ou légumes bio, sur le Val maraîcher de la Baratte, le patrimoine naturel garde encore toute sa saveur. Le patrimoine célébré tout au long d'un week-end et sur France 3, Bourgogne, patrimoine culturel, patrimoine naturel. C'est le thème de cette année, Olivier Cure. Le patrimoine naturel, ce sont souvent les jardins, c'est ce à quoi on pense en premier. Est-ce que c'est nouveau cette prise de conscience de ce patrimoine? Il n'y a pas que les vieilles pierres finalement quand on évoque les belles choses historiques. Tout à fait. On dépasse l'idée maintenant de nos monuments isolés, objets en pierre, vraiment pour le considérer dans son environnement, qu'il soit plus ou moins naturel ou très architecturé. Et ça, c'est pas nouveau puisque depuis les cisterciens, on a ces réseaux hydrauliques très remarquables. On peut citer l'abbaye de Régny dans l'Yonne ou notre abbaye de Fontenay, patrimoine mondial en Côte d'Or. Souvent, les jardins, les sites naturels sont associés à un monument ou ils peuvent être totalement dissociés, indépendants? Parfois, c'est le jardin qui est le plus intéressant. Je pense Barbiret-sur-Ouche, les jardins sont remarquables, la maison est plus ordinaire, on va dire. On va aller se diriger tout à l'heure vers le boudoir pour évoquer également l'avenir. Les enfants ont un rôle important à jouer dans le patrimoine. C'est une question de génération. On a vu tout à l'heure que les parents viennent avec les enfants visiter les monuments. Ça fait plaisir, ça. Ah oui, tout à fait. Tant mieux. C'est une prise de conscience. Nous, on y tient beaucoup à ce que toute la pédagogie sur le monument. Donc, on a au niveau du ministère des Actions, monuments, jeux d'enfants, etc. Pour vraiment les associés qui prennent conscience de ce patrimoine qui sera leur un jour. C'est ce qui se passe également à La Roche-Vineuse, aux carrières de Lally, pour faire participer les visiteurs. C'est en ce moment, ça fait partie du programme du week-end, là où on retrouve Amélie Doué. Eh bien ici, on est directement mis dans le bain puisque nous sommes au milieu d'un chantier de fouilles archéologiques. C'est ça, vous formez de jeunes archéologues, Claire? Voilà, on montre aux enfants comment fouille un archéologue, ce qu'ils peuvent retrouver et si on trouve quelque chose. Et ils essayent de faire vraiment la méthode normale. Quelles ont été les consignes au départ pour eux là? Pour eux, ils ont une pelle, une truelle et un seau. Et pour fouiller leur petit carré, il faut non pas creuser, mais fouiller. Et ils doivent nettoyer leur terrain pour pouvoir voir s'ils ont des trésors, comme cette médaille par exemple. Ah oui, donc c'est une pêche miraculeuse quand même, hein. On est dans le ludique. Voilà, tout à fait. Merci Claire, moi je vais aller voir s'ils sont assez opérationnels, ces enfants. Il y a des petits fouilleurs par là, je m'approche de ce chantier. Bonjour mademoiselle. Bonjour. Comment tu t'appelles? Justine. Alors, est-ce que tu as trouvé quelque chose? Oui, un petit peu. Montre-nous ce que tu as trouvé. J'ai des bouts de tessons. Je perds tout. Ensuite ça. Ah, alors là, on a un petit nounours. Alors, tout n'est pas de la même époque, là. Ah oui. C'est sympa, c'est difficile? Non, ça va, c'est pas très difficile, mais c'est très... j'aime bien. Je vais aller voir ta voisine. Bonjour, ma petite demoiselle. T'as trouvé des trucs, toi? Oui. Alors, montre-nous. Oh oui, alors, mets-le-moi dans ma main. C'est quoi, ça? Je sais pas. Bon, je vais peut-être pouvoir t'aider un petit peu pour que t'en trouves mieux, t'es d'accord? Oui. Bon, allez, je vais m'essayer, moi. Comment il faut faire? Alors, vas-y, explique-moi.
Allez, on vous laisse fouiller. Amélie, on ouvre un nouveau chapitre ici, dans ce boudoir du château d'Arcelot avec vous, pour évoquer l'avenir. Les enfants, c'est l'avenir. Les nouvelles technologies aussi. Est-ce que Internet, je sais pas, maintenant les nouveaux réseaux sociaux, ça permet de faciliter la collecte d'informations sur notre patrimoine ? Oui, c'est un média qui est totalement indispensable pour la découverte du patrimoine. Ça permet de multiplier les échelles de découverte et notamment, je pense aussi à l'informatique qui permet de numériser en 3D les monuments. Et ça, c'est assez génial. Et ça permet peut-être au bout du monde de savoir ce qui se passe. Est-ce que les autres possèdent ? Oui, complètement. Donc ça, on a une connaissance à la fois pour les objets. Ça peut nous aider aussi à retrouver des objets parce que parfois ils peuvent être volés aussi. Donc tout ça, c'est l'outil informatique qui multiplie les possibilités de recherche. Voyons cette initiative à présent, illustration de cette utilisation des nouvelles technologies avec le Centre d'études du patrimoine du Charolais-Brionnais. Grâce au téléphone portable, vous pouvez accéder à des informations même lorsque les églises sont fermées. Damien Boutillier et Roméo Hachuc. Voici l'église d'Anzy-le-Duc, un petit chef-d'œuvre de l'art roman, édifié à la fin du XIe siècle et achevé au XIIe. Et à l'intérieur, parmi la richesse des décorations, se trouve une sorte de hiéroglyphe appelé QR code. Mais dans le Charolais-Brionnais, cela n'a plus rien d'étonnant, car depuis 2 ans, certains monuments sont truffés, grâce au Centre d'études du patrimoine et au travail de Simon. Aujourd'hui, il vérifie celui du cloître de la basilique de Paray-le-Monial. Donc, grâce à ma tablette numérique ou avec un simple smartphone, je peux flasher ce QR code. Donc, ce QR code est tout simplement un code barre numérique qui permet d'avoir des informations qui sont stockées, hébergées sur un site internet. Le QR code est donc une sorte de boîte à outils qui vient en complément de la signalétique traditionnelle. Dans le cas de la basilique de Paray-le-Monial, vous avez accès à des informations sur des sculptures qui sont particulières car elles sont plus ou moins cachées. En tout cas, elles sont difficiles à voir. Ce n'est pas les éléments qu'on voit au prime abord quand on visite cette église. Donc ici 2 exemples. Vous avez la sculpture dite du silencieux qui se trouve en haut de la tour nord du porche de la basilique. Et puis une autre sculpture ici qui représente une sirène qui se trouve dans le déambulatoire. Photos, éléments d'explication se trouvent ainsi accessibles numériquement, mais est-ce vraiment à la portée de tous les touristes ? Je suis pas très technique dans ce domaine. Moi, j'ai un téléphone où je peux agrandir les caractères, donc ça me pose pas de souci. Ça peut remplacer les audioguides quelquefois, donc oui, moi je trouve que ça peut être intéressant. Mais il n'y a pas que les églises qui vont voir apparaître les QR codes. Certaines villes comme ici Paray-le-Monial ont bien compris l'intérêt de développer cette stratégie. C'est un service en plus pour les visiteurs et surtout les visiteurs les plus jeunes parce que ça permet d'avoir une information plus exhaustive qu'ils n'ont pas en dehors de ces QR codes. Avec ce nouveau système, il faut cependant faire attention à ne pas troubler la tranquillité des lieux. Les téléphones et autres tablettes doivent obligatoirement être mis en mode silencieux. Et nous revoici dans le hall du château d'Arcelot pour cette émission spéciale Journée du patrimoine avec Stéphanie qui vient de terminer la visite. Bonjour. Bonjour. Vous venez de Cléné, pas très loin d'ici, avec les enfants. Vous connaissez déjà le château. Pourquoi vous êtes revenu pour ces Journées du patrimoine ? Oui, tout à fait. Donc nous sommes venus visiter le château l'année dernière. Les enfants avaient apprécié, donc du coup c'est l'occasion, voilà, de leur faire découvrir le patrimoine. Donc voilà pourquoi nous sommes revenus ici. Et pour la suite, vous avez un programme chargé. Vous faites un monument par jour. Comment ça se passe ? Alors demain, nous allons visiter les studios France 3. Ah ben on va se croiser. Il y a des chances. Certainement. Avec les enfants, qu'est-ce que tu as préféré dans la visite du château, toi ? La chambre jaune parce qu'il y avait un beau mannequin. Et toi, qu'est-ce que tu as aimé le plus ? Tout ? Les animaux. Les animaux, ça c'est pour le jardin, on va y aller justement tout à l'heure. Merci et bonne fin de visite. Rendez-vous demain donc à France 3 à Bourgogne. Olivier, si on veut acheter un château, parce que ça donne envie, la vie de château, j'ai regardé sur internet, on en peut en trouver, bon certes avec un apport personnel, on peut trouver. Il y a encore des gens qui achètent des châteaux Ah oui, heureusement, au XXIe oui, siècle, tout à fait, on a des transactions régulièrement et tant mieux, le patrimoine est vivant, il se transmet. Donc voilà, après il faut quelques moyens pour l'acheter et ne pas oublier l'argent pour l'entretenir. Alors on dit souvent, ce sont les investisseurs étrangers qui viennent notamment dans les vignes, des Asiatiques particulièrement. Est-ce que c'est le cas aussi pour le patrimoine bourguignon ? Oui, tout à fait, bien sûr. Il y a des investisseurs qui ont quelques moyens, qui viennent investir notre patrimoine, parce que malgré tout, c'est quelque chose, c'est une richesse qui n'est pas délocalisable, donc ils viennent investir ici. Donc voilà, c'est ça l'avantage, c'est qu'en général, ils ne partent pas avec le château, c'est eux qui viennent entretenir ici, donc finalement, tout le monde y trouve son compte. Ah, s'ils sont respectueux, c'est très, très intéressant, et parfois ils sont très scrupuleux sur les restaurations, donc ils sont les bienvenus. Et vous y veillez ?
On y veille, effectivement. Merci d'être venu nous rendre visite ici à Arcelot pour cette émission consacrée au patrimoine. On va poursuivre la balade tout de suite avec une dernière escale à la Roche-Vineuse, aux Carrières de Laly, avec Amélie Doué. Il n'y a pas que des pierres. Là-bas, vous nous emmenez cette fois-ci, c'est sous une hutte. Si Arnaud, vous avez raison, c'est effectivement une authentique tuilerie gallo-romaine que vous avez derrière moi, car ici on pratique l'archéologie expérimentale. On est à l'extrême sud des Carrières de Laly et en gros on essaye de savoir comment à l'époque on fabriquait les tuiles. C'est ça, Daniel Barthélémy? Absolument. Mais j'y connais pas tellement grand-chose, mais là, ça ressemble pas franchement à de la tuile. Eh bien oui, parce qu'on en est juste au début de notre projet d'archéologie expérimentale, de reconstitution d'un atelier de tuilier gallo-romain. Mais pour le moment, nous avons besoin, avant de fabriquer nos briques, de fabriquer le four dans lequel nous ferons cuire les tuiles. Donc c'est pour ça que nous sommes en train de fabriquer des briques que nous laissons sécher et qui serviront à la fabrication du four. Alors, comment elles sont en quoi, ces briques? Alors c'est de l'argile tout simplement, dans laquelle on rajoute du sable et de la paille, ce qu'on appelle du dégraissant, pour leur permettre de mieux résister à la fois au séchage et à la cuisson quand on va les faire cuire. Quand on dit chantier ou archéologie expérimentale, ça veut dire quoi? Qu'on n'est pas sûr qu'ils faisaient vraiment comme ça? C'est-à-dire que on connaît les tuiles, les briques parce qu'on les retrouve dans les fouilles archéologiques, mais dès qu'on s'intéresse aux techniques de fabrication, on se pose plein de questions. Et c'est pour ça que l'archéologie expérimentale nous permet d'observer de plus près les modes de mise en œuvre de l'argile, la cuisson, tout un tas de choses qui finalement nous sont connus, mais de manière des fois insuffisante. Alors on va pas le dire trop fort, mais il faut qu'ils fassent combien de briques ces travailleurs exploités? Alors normalement, on a estimé à 3000 briques avant de commencer à fabriquer le four. Donc il y a du travail. Venons-en aux tuiles. Ça, c'est les tuiles qu'on trouvait à l'époque gallo-romaine? Voilà, tout à fait. Alors, à l'époque gallo-romaine, les toits étaient recouverts de deux types de briques. De tuiles. La tuile celtique classique qu'on appelle aujourd'hui la tige de botte, la tuile canal, mais qui à l'époque s'appelait l'imbrex. Et celle-là, elle est restée finalement dans notre architecture. Mais il existait une autre tuile, la tuile plate, qu'on appelle la tegula. Cette tuile plate à rebord qui est vraiment très symptomatique de l'architecture de l'époque gallo-romaine. Elle s'imbriquait comme ça? Alors voilà, donc on disposait les tuiles... On disposait les tuiles les tuiles plates sur le toit, et ensuite, le joint était fait avec la tuile ronde. D'accord. Et de nos jours, il ne reste plus que la tuile ronde. Donc Arnaud, vous le voyez, à peu près jusqu'à Tournu. Après, c'est la tuile plate vers chez vous. Et nous revoici ici dans le jardin d'Arcelot, le château en Côte d'Or avec Thérèse et Antoine Deloisier. Alors ça c'est un gros morceau, le jardin, le château, ça c'est votre partie. Thérèse, c'est vous qui entretenez pas tout ça? C'est mon mari qui est responsable de la partie tout à fait boisée. C'est lui qui a créé l'arboretum, etc. Donc le parc, c'est vraiment son affaire. Moi, je m'occupe plutôt des jardins potagers et toute la partie de l'orangerie qui est beaucoup plus fleurie, parce qu'ici, on ne peut pas mettre de fleurs. Donc les femmes préfèrent les fleurs, c'est bien connu. Et vous, donc, c'est la partie plus qui est derrière nous? Voilà, c'est l'ensemble du parc, oui, tout à fait, qui est un parc paysager. Donc, qui a été créé à la fin du XVIIIe par le premier théoricien des jardins qui s'appelle Jean-Marie Morel. Et c'est d'ailleurs un des seuls jardins qui lui subsiste. On est bien là, en plus on a le temps qui est avec nous, mais j'imagine qu'on ne se lasse pas de sillonner les hectares du parc, Thérèse. Oui, quand on en a le temps, oui. Non, c'est vrai que c'est un vrai bonheur, et ça c'est le réel privilège que nous avons ici. C'est d'être dans un patrimoine à la fois de belles pierres, vraiment de très beaux, et à la fois d'avoir la nature et un joli patrimoine aussi de nature. Ça, c'est fantastique. On disait, le patrimoine naturel, c'est le thème de cette année. Ça fait vraiment partie de ce qui s'entretient, tout comme un monument finalement. Tout à fait. Ça se crée, ça s'entretient, ça se recrée, ça se transforme. C'est vraiment très mobile, et c'est ça qui est plaisant aussi dans la nature. Alors un enfant qu'on a rencontré il y a quelques minutes nous disait, je suis venu, ce que j'ai bien aimé c'est les animaux, c'est justement l'extérieur du château, ça en fait partie aussi. Bien sûr, pour les enfants c'est plus agréable d'être à l'extérieur que de faire une visite, et les animaux ont une grande part, oui, c'est très important. Et ils sont beaux aussi, donc ça fait partie de la beauté qu'on veut transmettre.
On se donne rendez-vous, je sais pas, qu'est-ce qu'on pourrait se dire Le parc va évoluer, le château aussi. On parlait des journées de la Marquise, peut-être dans un autre endroit un jour. Oui, c'est un projet. C'est un projet. Absolument. Et puis sinon, on donne rendez-vous à tout le monde à l'année prochaine pour les visites continuent. Donc voilà. La saison se termine là globalement avec les journées du patrimoine pour vous. Oui, absolument. C'est les dernières visites sont ce week-end. Voilà. Merci d'avoir accepté de nous accueillir ici. Et tiens, qui voilà là-bas, je crois que c'est Amélie Douai, car revoici. Amélie a quitté ses carrières de la Roche-Vineuse. Venez Amélie, tenez, on va aller dans le soleil. Le week-end n'est pas terminé, notamment à la Roche-Vineuse, ça poursuit, ça continue ce soir. Exactement Arnaud, j'ai fait une petite pause là, mais les visiteurs peuvent aller encore jusqu'à 18h visiter les carrières de Lally. Et ce soir, projection monumentale sur les murs de la carrière à partir de 21h. C'est une artiste qui a créé tout ça. Et puis nous, on a encore un peu de travail demain matin. J'ai l'impression, on va pas se quitter comme ça, le week-end se poursuit, le patrimoine. Finalement, c'est aussi la télé régionale. On va pas dire qu'on fait partie des monuments historiques, pas encore. Je n'osais pas vous le dire Arnaud, que vous faisiez partie du patrimoine, mais vous êtes un peu notre Stéphane Bern à nous quand même. On essaie avec nos secrets d'histoire ici au château d'Arcelot. On continue demain puisque France 3 Bourgogne ouvre ses portes aux visiteurs sur inscription. Je sais que c'est déjà archi complet, vous êtes très nombreux à venir nous rendre visite chaque année. Donc demain, qu'est-ce qu'on fait ? On ouvre les portes des placards, on ouvre tout. On ouvre tout. En gros, vous nous expliquez comment fonctionne le journal régional. Et puis moi, je vous montre comment fonctionne le car régie, tout ça, les directs en extérieur. On sera au milieu des visiteurs. On verra les coulisses en fait, le maquillage, le montage, le mixage, les chefs qui font nos programmations, un petit peu tout ça. Et puis, on va dévoiler un peu la magie de la télé. Ça fait du bien. C'est le patrimoine de tout le monde. Parce que la télé régionale, votre télé régionale va fêter ses 50 ans l'année prochaine. On ne les fait pas, mais en tout cas, on a de belles archives et de belles images que l'on collecte. Et ce, grâce à vous, dans les reportages que l'on effectue également tout au long de l'année. Demain, 11h25, vous serez là ? J'espère. Sinon, vous serez seul. Mais non, ce sera en direct. Donc, on va essayer de faire en sorte d'être là dès demain matin à 11h25. Nous serons là. Merci à toutes les équipes de France 3 qui ont permis la réalisation de cette émission spéciale ici à Arcelot. Rendez-vous donc demain 11h25 et pour revoir cette émission, Internet et jeudi prochain à 8h50. Bon week-end à tous.